Fabrice Lhomme, qui sont les heureux papas de cette dernière opus et dernière livraison, qui est French Corruption, publié chez Stock, qui est un ouvrage, si par son titre, il évoque évidemment la French Connection, qui est en principe quelque chose d'un peu daté, d'un peu, comment dire, sympathique, lié à l'ancienneté et à un gangstérisme à l'ancienne. Ce qui est intéressant dans le cadre de cette enquête, j'allais dire, c'est de focaliser sur un individu qui est effectivement M. Didier Schuller, dont on parlera certainement abondamment, et qui effectivement, à partir de ce parcours de cet homme qui a aujourd'hui 66 ans, se présente aux élections à la ville de Clichy dans les Hauts-de-Seine au mois de mars prochain, et de voir effectivement comment, en une vie d'homme, il a participé, accompagné un mouvement, alors à l'origine politique, et qu'on va identifier et qu'on va pouvoir qualifier effectivement de corrompu à travers ses engagements, et on va le voir avec des phases historiques d'exercice du pouvoir et des phases d'opposition. Et donc voir que malgré ça, la tendance se prolonge. Moi, il y a 3 mots qui m'ont frappé à la lecture de cet ouvrage. C'est l'ancienneté. Premièrement, l'ancienneté, c'est de s'apercevoir que ce phénomène de corruption, il est évidemment ancien, mais il est ancien avec une classe politique actuelle. Et donc, j'allais dire, c'est comme dans là-dedans, il y a une partie extérieure, mais il y a une partie ancienne, bien ancrée, et que un certain nombre de dirigeants politiques qui sont aujourd'hui dans la phase de maturité de leur carrière, dès l'origine, s'apercevoir que c'est un phénomène ancien, cette problématique de la corruption, et qui donc, effectivement, montre un certain ancrage et une durabilité. La deuxième caractéristique, le deuxième terme, ce serait consanguinité. La consanguinité, parce que dans ce livre, on parle de gauche, on parle de droite, on parle de milieu d'affaires, on parle de milieu juridique, judiciaire, et on voit que tel avocat va se retrouver conseillé par un homme politique à l'occasion, qui est son conseiller personnel, va devenir effectivement celui d'un parti. On voit effectivement tel jeune haut fonctionnaire devenir à terme président d'une multinationale de la construction. On va voir effectivement des gens qui, à l'occasion des échéances, changent de parti, qui étaient au parti radical de gauche, qui deviennent après ensuite fervents du RPR, voir effectivement comment des Chiraciens consciencieusement soutiennent François Mitterrand face à Giscard pour des raisons aussi liées au business. Et troisième thème qui est l'impunité, parce que cet ouvrage il est assez intéressant, parce que souvent dans ce type d'exercice il y a des noms propres avec des initiales, il y a des utilisations un peu de formules imagées pour ne pas préciser trop le propos. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a des noms, des patronymes, des dates, on a des lieux, on a des noms de villes. Et ce qui est assez frappant, c'est que, à part quelques-uns, et en fait, au total, dans les acteurs de ce théâtre, ils sont assez peu nombreux au final. Alors, il y en a qui décèdent prématurément, il y en a qui sont incarcérés ou font l'objet de procédures judiciaires, mais au final, pas tant que ça. Pas tant que ça, et donc il y a ce sentiment d'impunité, et de voir des acteurs qui exercent des responsabilités importantes, ont exercé ou exercent des responsabilités importantes, avec des propos ou des circonstances qui leur sont attribuées, et de s'apercevoir que, somme toute, le prix judiciaire qui a été payé ou qui leur est proposé, il est assez modeste, il est assez limité, et que, au total, sur les sommes, parce que ce qui donne assez, même si au début de l'histoire on est en francs, et donc on a des millions qui deviennent ils sont déjà en dizaines de millions à l'époque en francs, donc ça devient des millions en euros, mais on va s'apercevoir qu'il y a un flux, il y a une espèce d'irrigation permanente avec des sommes colossales, mais vraiment colossales qui circulent, et que si on arrive à dater les événements, à les attribuer, à faire une circulation de ce qu'on appellerait à l'UIMM la fluidification des relations, c'est de s'apercevoir que, somme toute, il n'y a pas une mise en cause de la responsabilité judiciaire qui soit si conséquente que cela. Alors effectivement, il y a cette fameuse phrase latine qui est que ce proverbe que la corruption, effectivement, la corruption va pouvoir la fraude peut corrompre tout. Et donc effectivement, on a une impression. Comment dire ? On est à quelques semaines d'élection. C'est pas il y a une saveur particulière une fois qu'on achève la lecture de cet ouvrage qui va donner
on n'est pas très euphorique quand on finit l'ouvrage, parce qu'on s'aperçoit justement, et c'est le caractère d'impunité, s'apercevoir que voilà, on a des éléments en main, on a des cartes en main concernant des leaders d'opinion qui peuvent être à la une des journaux et des médias. Et on s'interroge un peu sur le après. Donc c'est le pourquoi, enfin quelle incidence ça peut avoir, et tout ça pour ça, et est-ce que ça a des conséquences. Donc c'est le but de cet échange, c'est de pouvoir justement avoir une conversation avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, nous livrer un peu leurs sentiments sur ce qui a conduit au fait d'isoler cet individu. Parce que Didier Schuller, après tout, et ce n'est pas lui jeter la pierre, mais ce n'est qu'un conseiller général d'un département, un parmi d'autres, d'un département certes prospère et important, mais ce n'est qu'un conseiller général, ce qui a suscité la sélection de cet homme et effectivement toute l'histoire qui a suivi. Si vous en êtes d'accord, juste pour rappeler les règles, en tout cas le bon ordonnancement de nos échanges, je vais leur donner la parole successivement, de manière à avoir cette première intervention de leur part. On aura quelques questions ensemble, et ensuite vous aurez la parole avec une règle simple de vous présenter et de manière à interroger l'un ou l'autre ou les deux auteurs. Fabrice Lhomme, pour commencer. Alors, bonsoir. Pour vous laisser plus de temps pour poser des questions, on va essayer Gérard et moi, de faire assez court pour l'introduction, les généralités. Juste pour répondre un peu à l'interrogation précédente sur la genèse du projet, c'est pour partie au départ un hasard, le hasard d'une rencontre fortuite, en l'occurrence Didier Schuller, que j'ai croisé un jour de début 2008 dans un hall d'escalier devant le cabinet de son avocat, que j'allais voir pour toute autre raison. On s'est fait face. Je ne l'avais pas vu depuis des années, sachant que j'avais déjà travaillé sur les affaires le mettant en cause, mais presque une dizaine d'années auparavant, et on s'était complètement perdu de vue, ce qui était logique parce qu'on n'était pas non plus intime. Simplement, j'avais été amené à écrire sur les affaires dans lesquelles il était poursuivi. Et là, en le revoyant, j'avais toujours eu en tête que cet homme savait beaucoup de choses, et qui n'avait pas tout dit à la justice. Il y avait eu l'enquête judiciaire, il y a eu ensuite un procès en appel, et finalement, par rapport à l'étendue, on va dire, de son savoir, j'avais plus que le sentiment, la conviction qu'il ne s'était pas exprimé comme il aurait pu. Et en le revoyant comme ça des années après, je me suis dit, bon, ce type a totalement disparu des écrans radars, comme on dit, retiré de la vie politique, il avait des activités de consultant mais qui n'intéressaient plus personne. Je me suis dit, si ce type pouvait simplement vider son sac une bonne fois pour toutes, ce serait formidable. Donc l'idée m'est venue de prendre rendez-vous avec lui plus tranquillement, on a échangé, et là je me suis aperçu que mon idée rencontrait un peu la sienne, c'est-à-dire que lui se sentait, surtout à ce moment-là, il était encore sous bracelet électronique, il avait été condamné peu de temps auparavant, il l'avait très mal vécu, sa carrière politique dans son idée était totalement terminée. En plus, il avait appris qu'il avait une maladie assez sérieuse, il avait un vrai doute sur son avenir à court terme, et donc psychologiquement, on va dire, il était mûr, il a dit, oui, c'est vrai, moi aussi j'aimerais bien dire tout ce que je sais, j'ai été lâché, j'ai été condamné pour des choses que j'ai pas forcément commises, ou que d'autres ont commis avec moi. Donc voilà, ça a été cette rencontre qui a donné lieu à cette idée de le faire raconter sa vie, mais vraiment, hein, sachant qu'il avait fait un premier livre, pas de souvenirs, mais de rappels de certains faits sur l'affaire qui lui avait valu d'être condamné, mais dans lequel il épargnait beaucoup de gens et il racontait, on va dire, 1/100 de ce qu'il savait. Donc c'est ça l'idée au départ, c'est finalement de faire parler quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui ne s'était jamais exprimé. Et il faut bien comprendre que dans notre domaine de Gérard et moi, qui est l'investigation sur les affaires sensibles, les grands témoins, les personnes qui savent beaucoup de choses et qui parlent, c'est en fait assez rare, c'est même rarissime. D'abord parce que c'est rarement leur intérêt, puisque ce sont des gens qui ont souvent participé à des délits, et donc en parlant forcément, elles vont s'auto-accuser, se mettre en cause. Et par ailleurs, il y a des risques qui sont judiciaires, mais qui peuvent être aussi physiques. D'ailleurs, Didier Schuller l'a pas caché. Lors de nos entretiens, il nous a fait part plusieurs fois de ses craintes par rapport à certaines personnes qui mettaient en cause et des mesures de rétorsion qu'il pourrait subir. Donc là, on avait enfin quelqu'un qui était prêt à parler. Donc c'est pour un journaliste d'investigation, c'est évidemment un trésor qu'il fallait protéger. Et très vite, Gérard m'a rejoint sur le projet.
on n'était pas trop de deux pour essayer de l'accoucher, de le faire parler, sachant que ça n'a pas été toujours très simple, qu'il y a eu ce qu'on explique un peu dans la préface du livre, il y a eu un peu deux phases. Il y a eu la première où il était d'accord pour parler, on a fait beaucoup d'entretiens, mais on sentait bien qu'il n'allait pas au bout, c'est-à-dire qu'il en disait pas mal, mais en fait il parlait beaucoup sur des choses assez anciennes, et dès qu'on se rapprochait du présent et de personnes qui étaient encore en place, et notamment de Nicolas Sarkozy, qui donc à l'époque est président de la République, et sur lequel il avait beaucoup de choses à dire, on sentait qu'il y avait plus qu'une gêne, une retenue. Et nous, on était embarrassés, parce que pour nous, le projet n'était viable que s'il se confessait vraiment. S'il était entre les deux, ça n'allait pas. Donc à un moment, d'ailleurs, on a mis un peu le projet au frigidaire, en se disant, s'il ne se lâche pas plus, nous, on ne fera pas quelque chose qui ne soit pas honnête intellectuellement à 100%, c'est-à-dire s'il ne dit pas tout. Et puis, il y a eu un changement, c'est vrai, à partir de 2012, déjà lorsqu'il a senti que Sarkozy allait perdre, ce qui n'a pas manqué de se produire, ça l'a un peu libéré. Par ailleurs, c'est tout bête, mais ses ennuis de santé se sont résorbés. Et puis, il a eu cette idée de se relancer en politique. Il s'est aperçu en se baladant un peu dans sa ville de Clichy qu'il était toujours populaire. Et d'un seul coup, il a envisagé le livre de manière différente. Il a envisagé ce livre comme une façon de revenir sur le devant de la scène. Et peut-être, pourquoi pas, que ce livre, même si ça paraît surprenant, mais pourrait peut-être lui servir, pas de marchepied, mais d'aide pour retrouver la lumière d'abord, et ensuite peut-être se faire élire maire en 2014. Et puis, autre élément aussi important, c'est qu'on ne s'est pas contenté de recueillir ces déclarations. On a fait un gros travail de contre-enquête, c'est-à-dire qu'on a investigué à partir des éléments qu'il nous donnait, pour vérifier d'abord si c'était vrai, et puis même pour chercher et trouver parfois des éléments que lui-même ne connaissait pas, mais qui souvent venaient conforter ses déclarations. Et donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que, amenant des éléments parfois nouveaux, évidemment, on les confrontait avec ces déclarations, et on lui disait, mais voilà, on a appris ceci, alors que ça n'avait pas été dit lors de notre dialogue, pourquoi, etc. Et là, c'est là qu'il s'est aperçu, en fait, que nous-mêmes, on trouvait des choses qu'il avait ignorées, et qu'on lui avait caché, en fait, plus de choses qu'il ne pensait. Et donc, ça l'a rendu furieux, il s'est dit, je me suis encore plus fait avoir que je ne le pensais. Donc, ça l'a encore renforcé dans son désir on va dire de parler, alors on pourra dire de balancer, mais le terme est un peu trivial, je pense que ça ne correspond pas forcément au personnage. Simplement de vider vraiment son sac. Et c'est pour ça qu'en fait le livre a vraiment pris sa forme finale dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire, on va dire, la deuxième partie, enfin le deuxième semestre 2012, et même on a récupéré des informations décisives encore au début de l'année 2013, jusqu'à donc la publication il y a quelques semaines. Gérard Davet. Bonsoir. Donc pour compléter ce que disait Fabrice, l'objectif à travers ce livre était de donner un visage humain à la corruption. C'est souvent un terme, corruption, surtout en France d'ailleurs, qui effraie les lecteurs ou les auditeurs. Peu de livres ont rencontré du succès avec le terme corruption dans le titre. On a été conscients, à travers nos parcours respectifs, Fabrice et moi, on est donc journalistes au Monde tous les deux, on ne cherche pas à se poser en justicier ou en donneur de leçons ou quoi que ce soit. On veut juste permettre aux lecteurs, aux auditeurs de savoir comment se passent les choses, vraiment les choses, derrière ce qu'on leur promet, ce qu'on leur montre. Didier Schuller était l'homme parfait pour ça. Il n'a rien d'une oie blanche, c'est tout sauf un type parfait. Il a corrompu, il était corrompu. C'est un jouisseur, c'est quelqu'un qui dégage une certaine sympathie, mais qui en même temps a fait les choses relativement moches. Corrompre, dans mon sens, n'est pas forcément une qualité. Il a été jusqu'au bout de sa logique. Sa logique à lui, c'est de dire, écoutez, moi, à l'époque où j'ai été corrompu, il n'y avait pas de loi sur le financement politique. Je ne suis pas choqué que des entreprises veuillent financer le train de vie de tel ou tel, ou en espérant obtenir un retour sur investissement. Lui, sa limite, c'était de dire, moi, je ne me suis pas enrichi personnellement, j'ai facilité. J'ai été en quelque sorte une espèce de cheville ouvrière, pour reprendre l'expression de Nicolas. Il a fluidifié les rapports entre les entreprises et les hommes politiques. Donc, en cela, il était vraiment un témoin idéal et parfait. Cela étant, on nous oppose souvent cette question-là, c'est une source, mais c'est une source qui est tout sauf parfaite. Elle a triché, elle a corrompu, elle a été condamnée, il a fait de la prison, Didier Schuller. Oui, c'est vrai, mais il y a des journalistes, j'imagine ici, tout le monde sait qu'aucune source n'est parfaite
en matière journalistique. Et en l'occurrence, lui, il a le mérite d'assumer ce qu'il a fait et de le revendiquer. Et surtout, nous avons pu confronter ces déclarations à nos propres découvertes. Et ça a été assez jouissif parce que quelque part, certes, il nous disait des choses, mais ce qu'on apportait venait compléter, voire encore plus développer ce que lui-même avait en sa possession. Donc, en cela, on a l'impression avec Fabrice d'avoir fait un livre qui n'est certes pas une... Comment dire, ça donne pas forcément envie de voter, ça donne pas forcément envie de croire en la classe politique, mais on veut croire, nous, que ça peut aider à la compréhension, à donner des clés aux lecteurs, aux votants, parce que on est en France, dans un pays où la corruption existe. On est dans l'indice de la corruption, on n'est quand même pas très bien classé. Dans mes souvenirs, on était au niveau de la Papouasie ou un truc comme ça. Donc on ne peut pas se permettre de donner des leçons à qui que ce soit l'Italie ou d'autres. On est dans un pays où la corruption existe encore aujourd'hui, dans un pays où les gens qui ont été condamnés peuvent encore se présenter aux élections et gagner ces élections. Voilà, on est dans un pays où, par exemple, une des personnes qui est très présente dans ce livre, qui s'appelle Patrick Balkany, qui est donc député et maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, a échappé à la justice alors qu'il possédait un compte en Suisse et que les policiers et les juges avaient de quoi légitimement au moins s'interroger sur la provenance des fonds, et ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, c'est ce pays-là qu'on aime très fort avec Fabrice, mais qu'on veut essayer à notre façon d'améliorer en fournissant à la justice des éléments qu'ils avaient en leur possession, qu'ils n'ont pas exploités pour des raisons diverses, ou qu'ils n'avaient pas, voilà, sans jouer les justiciers. Et en l'occurrence, ce livre a permis ça, puisqu'on a appris depuis que la justice s'était emparée d'éléments produits dans ce livre et avait relancé les enquêtes visant Patrick Balkany, mais aussi visant la droite, que je pense à Jean-François Copé et à d'autres. Cela étant, il n'est pas question pour nous de clamer, de revendiquer le tous pourri, on ne le pense vraiment pas. Une grande majorité des hommes politiques en France sont honnêtes. On veut simplement tirer un signal d'alarme et dire, voilà, il y a des choses qui se font, ça ne se fait pas, on vous donne les clés, à vous de vous en emparer derrière. D'autant moins le tous pourri qu'effectivement c'est très factuel, c'est-à-dire que c'est pas des généralisations, mais ce sont des circonstances précises avec des lieux, des individus, des dates. C'est vrai que ce qui est assez frappant, je reviens quand même sans faire relecture à haute voix du livre, mais ce qui est étonnant, c'est que dès les années 70, effectivement, alors on s'aperçoit que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle n'est qu'une évolution, alors ou une dégradation de ce qu'on a vécu, parce que effectivement, il commence sa carrière au cabinet de Robert Boulin. Donc évidemment, après, Robert Boulin est plus connu pour sa mort que pour son bilan politique, mais c'est étonnant de voir effectivement que cette manière de corrompre la politique, elle n'est certainement pas récente et elle était même naturelle avant. Alors à l'époque, depuis les choses ont évolué, mais à l'époque, il n'y avait pas de loi sur le financement politique. Et il y a eu une succession de petites lois. Il y a eu Rocard, puis Balladur. Les choses se sont améliorées ou ont changé au fil du temps. Mais à l'époque, par exemple, le CDS, petit parti de l'époque, il y avait des gens connus aujourd'hui, comme donc le Centre des démocrates sociaux. Voilà, François Bayrou et d'autres. Ce parti, on a retrouvé des gens, des trésoriers et d'autres qui nous disaient clairement, oui, nous vivions soit avec le financement des entreprises, avec un retour donc sur investissement éventuel, soit avec les fonds secrets. Les fonds secrets, donc, mis à disposition de Matignon. C'était là aussi, j'imagine, pour fluidifier les rapports. Donc c'était notre argent, l'argent du contribuable, qui finançait les partis politiques. Donc au fur et à mesure, des lois ont été mises en place, il faut l'admettre, il faut même s'en féliciter. Balladur a mis ça en place, Jospin a aussi mis des choses en place en interdisant par exemple les fonds secrets. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit terminé, puisqu'aujourd'hui, on a recueilli des confidences de bon nombre d'acteurs politiques et autres, mais aussi de magistrats. Aujourd'hui, le problème se pose, il est différent, le problème se pose au niveau des espèces. Et on voit bien à travers les enquêtes qui visent Claude Guéant, Boris Boyon, l'ancien diplomate proche de Sarkozy, et d'autres. Aujourd'hui, la justice enquête à partir d'espèces, puisqu'il est très compliqué de retracer des financements occultes ou des entrelacs de comptes offshore, etc. Et puis maintenant, il faut dire ce qui est, l'entraide judiciaire progresse. Aujourd'hui, il y a les espèces. Et on voit par exemple que M. Balkany est menacé pour une enquête aujourd'hui qui met en cause l'un de ses chauffeurs suspecté
d'avoir payé un voyage dans une de ces demeures antillaises avec 11 000 euros en espèces. C'est donc à partir des espèces que les policiers aujourd'hui essayent de coincer les hommes politiques. Et un procureur très, très en place nous disait qu'aujourd'hui, il était effaré de voir que les enveloppes et les valises d'argent, ça circulait toujours autant, si ce n'est plus. Bah, Dieu inventa le billet de 500 euros aussi qui s'y prête. En ce qui concerne il y a une scène peut-être, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a le montage juridique avec des sociétés offshore. En Suisse, on s'aperçoit effectivement que la Suisse est une arrière-cour naturelle, mais également les îles Caïmans. Il y a quand même une scène un peu surréaliste, enfin une séquence qui a dû être un peu surréaliste. C'est le quartier VIP de la santé avec une espèce de jeu de cette famille avec Jacques Rosemary, Maurice Papon, Alfred Sirven, donc de l'affaire Elf, et Didier Schuller. Est-ce que ça, alors évidemment il y a un côté, je n'ose pas dire tonton flingueur, mais ça fait partie de son passage en prison. Est-ce que ça l'a marqué de manière, en se disant effectivement il y a une hiérarchie dans la manière de commettre des irrégularités? Oui, totalement. Alors déjà, son passage en détention l'a beaucoup marqué. Finalement, moins par le caractère éventuellement humiliant, parce que c'est quand même une chute brutale de se retrouver en prison quand on a été un homme politique quand même assez exposé, vivant en plus très confortablement, se retrouver même au quartier VIP, on est quand même en prison. Enfin, c'est juste une cellule personnelle, enfin en tout cas pour une personne. Et puis on n'est pas au contact des détenus ordinaires, donc on est un peu protégé, on a une petite cour de promenade privée, etc. Donc on a quelques privilèges évidemment, mais ça reste quand même la prison. Et puis socialement évidemment c'est une dégradation totale. Bah, finalement, comme c'est quelqu'un d'assez fort, Schuller, qui se remet très vite de ses mésaventures, il a assez bien accepté la situation. Il l'a pas vraiment mal vécu en réalité. Et s'il en a conservé un souvenir fort, c'est plutôt de ces rencontres. Parce qu'effectivement, quand vous vous retrouvez au quartier VIP, de fait, comme son nom l'indique, vous vous retrouvez avec d'autres personnalités. Et lui, le hasard a voulu que les quelques semaines qu'il a passées en détention provisoire ont coïncidé avec le passage de quelques autres personnalités fameuses. Et alors là, ce qui est assez... effectivement révélateur, on va dire, notamment du caractère du personnage, c'est que il nous a bien expliqué qu'il se retrouve donc avec des personnes qui avaient commis différents types de délits, et parmi les gros poissons, donc il y a Maurice Papon, qui est quand même à l'époque sous le coup de la condamnation pour complicité de crimes contre l'humanité, donc c'est pas rien. Surtout que sa famille à lui a subi également... a été victime des nazis, donc là ça renvoie en plus à une douleur personnelle. Et puis il y a donc Sirven, qui est le grand Manitou de l'affaire Elf, l'homme qui est censé pouvoir sauter 20 fois la République, comme on le disait à l'époque, qui a détourné des centaines de millions pour en donner une grande partie sans doute à des hommes politiques. Et donc, c'est pas n'importe qui. Et il y a effectivement Jacques Rosemary, donc tout le monde se souvient sans doute qu'il avait été mis en prison pour avoir détourné l'argent de la recherche contre le cancer. Et là, c'est assez savoureux parce que tous ces gens qui ont quand même, pour l'essentiel, fait des choses inadmissibles, choquantes, évidemment proscrites par la loi, mais aussi par la morale, et y compris Schuller, en réalité, il y a une hiérarchie qui est faite et que Schuller assume pleinement en disant... Bon ben voilà, Papon, je me suis expliqué avec lui, mais finalement c'était quelqu'un comme moi, c'était un haut fonctionnaire. Je pense qu'il a quand même fait son travail, même si ça pouvait se discuter, etc. Mais je peux comprendre ce qui lui est arrivé. Sirven, oui, c'est un voyou de haut niveau, mais après tout, il y avait de l'argent, il s'en est servi, mais c'était aussi pour aider sa société. Et puis il aurait eu tort de ne pas servir, parce que l'argent coulait à flot. Et il explique, par contre, Rosemary, alors là, on ne lui adressait pas la parole. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse, il a pris l'argent des cancéreux. Et donc là, il y a une espèce de hiérarchie qui peut paraître assez surprenante pour le commun des mortels, mais qui, pour ces gens-là, est très importante. Et effectivement, Rosemary était, on va dire, blacklisté par les autres détenus, parce qu'on peut voler, oui, mais pas n'importe qui, en gros. Voilà, donc c'est un peu la morale qu'a voulu nous faire passer Schuller. Et puis Papon avait été aussi trésorier de parti, donc oui. Voilà, ça faisait un lien commun, oui, ou en tout cas un mode opératoire commun. C'est vrai qu'il y a une double anecdote qui est assez incroyable, c'est qu'il retrouve en prison deux personnes qui, pour le coup, ne sont pas liées, Maurice Papon et Alfred Sirven. Et les deux, en fait, ont eu connaissance ou ont participé à un moment à un financement des activités pas seulement politiques mais même privées de Jacques Chirac, et notamment de la rénovation de son château en Corrèze, à Bitty. Et l'un comme l'autre ont été mis, ont été pris dans cet engrenage et ces relations incestueuses entre politiques, hommes d'affaires, etc., sur fond d'argent noir.
Et Schuller, qui lui-même a joué les porteurs de valises pour Chirac, se retrouve avec deux autres personnages et ils se racontent en fait leurs histoires de corrupteurs qui ne se connaissaient même pas. Voilà. Alors, il y a une morale, c'est que l'escroc se fait escroquer par son banquier suisse, qui est quand même... Ouais, c'est-à-dire que l'argent qu'il confie à un banquier français, franco-suisse d'ailleurs, qui s'appelle Jacques Heyer, qui aujourd'hui vit très tranquillement de ses rentes à Saint-Tropez, entre golf et déjeuner sur la plage. Cet homme-là, ce banquier suisse qui s'appelle Jacques Heyer, a géré au fin des années 80 l'argent de bon nombre de personnalités françaises. Je pense à Jean-Paul Belmondo, je pense à Henri Lecomte, le tennisman, et aussi Didier Schuller, puisqu'à l'époque, paraphraser Jacques Séguéla, ne pas avoir de compte en Suisse à 50 ans, c'était une preuve d'échec. Donc Didier Schuller, qui avait un compte en Suisse depuis très longtemps, alors familialement, parce familial, puisque c'était de l'argent qui venait de sa grand-mère, et c'était de l'argent qui avait échappé, dit-il, aux nazis. Et donc cet argent-là, il veut le placer, il le file à un banquier suisse, Jacques Heyer, franco-suisse, et cet argent, Jacques Heyer va en profiter et l'investir dans des actions qui lui appartiennent à lui. Et donc en fait, ce que dit Schuller, c'est l'argent que n'ont pas réussi à appliquer les nazis, et ben Jacques Heyer a réussi à le faire. Et effectivement, Jacques Heyer a été condamné pour ça, d'ailleurs il a fait de la prison, et bon nombre de personnes lui en veulent. Vraiment, c'était le Madoff suisse, quoi, quasiment. Mais aujourd'hui, il vit en toute impunité, en toute tranquillité. Alors, vous me direz, il a effectivement été condamné, mais il y a quand même ça reste quelqu'un d'assez mystérieux et ça intrigue bon nombre de personnes. Il y a eu beaucoup d'articles et de livres qui lui ont été consacrés. Nous, on a essayé de le retrouver, on n'a pas réussi d'ailleurs. Enfin, on a payé de votre personne sur les plages tropéziennes quand même. C'était très dur, on a été à Saint-Tropez, on a vraiment galéré, mais on n'a pas réussi à... On l'a identifié, on l'a vu de loin, mais on n'a pas réussi à lui parler, à le retrouver. Et cet homme-là sait beaucoup de choses. Entre autres, on a retrouvé bon nombre de témoins et de policiers et de magistrats, entre autres, qui nous ont expliqué que pour eux, Jacques Heyer était un personnage pivot du financement à l'époque du RPR, parce que, d'après pas mal de témoins et de recoupements que nous avons pu faire, il a bien connu Nicolas Sarkozy. Tout revient toujours à un moment ou à un autre. Nicolas Sarkozy l'aurait recommandé d'ailleurs. Alors, c'est Nicolas Sarkozy qui, lors d'un dîner, aurait dit à Didier Schuller, écoute, moi je connais quelqu'un qui est très bien pour placer ton argent en Suisse. Alors, Nicolas Sarkozy répond, oui, c'est vrai, je l'ai peut-être recommandé, mais c'est parce qu'à l'époque, je défendais, il était avocat, Nicolas Sarkozy, je défendais les intérêts d'Henri Lecomte, le tennisman, et effectivement, ce Jacques Heyer gérait les intérêts d'Henri Lecomte. Ce à quoi Didier Schuller nous dit aujourd'hui, oui, mais moi, Jacques Heyer m'a dit qu'il avait géré très longtemps les avoirs de Nicolas Sarkozy, et nous avons retrouvé aussi bon nombre de témoins qui nous confirment la chose. Simplement, Nicolas Sarkozy a toujours dit, assumé, revendiqué, je n'ai pas de compte en Suisse, je n'ai jamais détenu d'argent à l'étranger. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'affaire Clearstream, les magistrats ont cherché et ils n'ont pas trouvé de compte au nom de Sarkozy, contrairement à ce qu'alléguaient certains carnets préfabriqués dans l'affaire Clearstream. Donc, en tout cas, ce Jacques Heyer est détenteur de secrets. Mais il ne veut pas les révéler. Et il a été dans le cabinet d'un juge, le fameux juge Van Ruymbeck, à l'époque de l'affaire Clearstream et l'affaire des frégates de Taïwan. Et le juge Van Ruymbeck a essayé de le faire parler. Et là aussi, peine perdue, Jacques Heyer s'est réfugié derrière un mutisme absolu. Mais ce personnage-là est un personnage extrêmement mystérieux et intéressant. Comment est-ce que vous avez expliqué ou interprété l'affirmation, le sentiment de Didier Schuller quand Didier Schuller dit j'ai pas, alors parce qu'à un moment il va être obligé, donc on va l'inciter ou on va le convaincre de quitter la France, et il dit j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été recherché. Est-ce que c'est intuitif, c'est des garanties qu'on lui a données? Honnêtement, pour en avoir parlé souvent avec lui, c'était plus du domaine de l'intuition que de la certitude ou de l'information. Je veux dire par là que lui, il faut bien comprendre dès qu'il part, il est vraiment coupé du reste du monde et il n'a plus que quelques personnes comme interlocuteurs, essentiellement son ancien avocat, Francis Spinner, qui est donc très proche des Chiraciens. C'est un peu l'avocat officieux de Jacques Chirac à l'époque, celui qui défend Jacques Chirac sur le front des affaires. D'ailleurs, à un moment, il comprendra, effectivement, il n'avait pas réalisé qu'il était à ce point chiracien. Exactement, il s'est un peu fait piéger. Il a compris sur le tard qu'en fait, il avait été sans doute manipulé par les Chiraciens, qui avaient tout intérêt à ce qu'il reste très loin
de la France pour en fait nuire à Balladur, puisqu'on est dans le contexte de la guerre Chirac-Balladur dans la perspective de la présidentielle. Donc lui, il n'a que ce qu'on lui dit, c'est-à-dire on s'occupe de toi, va à l'étranger, ne t'en fais pas, il t'arrivera rien, etc. Mais il est évident qu'avec le recul, il n'est pas certain que tout ce qu'on lui ait dit à l'époque ait correspondu à la réalité. Il se demande si on n'en a pas rajouté, notamment sur le thème du danger, puisqu'on lui a clairement dit mais tu es menacé de mort. C'est ce que un homme d'affaires assez trouble, proche de Spinner à l'époque, qui lui a fait passer ce message. Attention, si vous revenez en France, si vous y restez, dans tous les cas, vous serez en danger, etc. Mais est-ce que c'était de l'info ou de l'intox? Il pense aujourd'hui que c'était plutôt sans doute de l'intox. En revanche, ce qu'il a pu constater, ça c'est vraiment un constat, c'est qu'il a pu vivre en toute tranquillité pendant plus d'1 an aux Bahamas, et ensuite il s'est délocalisé parce que c'était devenu trop cher aux Bahamas à Saint-Domingue, et que là il a mené une vie au vu et au su de tout le monde. Une vie publique, il voit même l'ambassadeur de France. Voilà, c'est plus que ça, c'est qu'il lui arrive une chose absolument extraordinaire, c'est que les Dominicains, qui eux savent bien à qui ils ont affaire, et notamment certains responsables politiques, trouvent très intéressant de pouvoir utiliser les services de cet homme sulfureux, mais surtout qui s'y connaît en campagne électorale. Et donc un des candidats à l'élection de la République dominicaine présidentielle va lui faire appel à ses services, et il va accepter, il va faire la campagne d'un candidat, et d'ailleurs une réussite, puisque ce candidat va se faire élire. Donc on ne peut pas dire qu'il se cache, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est enfermé dans sa cave en se demandant sans arrêt s'il va être arrêté. Il a eu effectivement le sentiment que personne l'embêterait. Et de fait, on peut en conclure que les services de police à l'époque n'ont pas mis une énergie folle à le rechercher. Il faut rappeler que toutes ces années-là, ce sont les années où Jacques Chirac est au pouvoir, il est président de la République, et objectivement, on peut le dire sans se tromper, Jacques Chirac n'avait aucun intérêt à ce que Didier Schuller revienne. D'ailleurs, on révèle dans le livre une anecdote absolument incroyable, qui, à mon avis, je pense que Gérard le partage aussi, une anecdote qui, de notre point de vue, aurait dû faire plus de bruit dans le livre. Elle n'a pas été tellement, comment dirais-je, évoquée au motif que Jacques Chirac, c'est déjà du passé, c'est déjà vieux, etc. Nous, on pense que c'est quand même pas si vieux que ça, et on écrit clairement que donc Jacques Chirac, en tant que président de la République, a appelé à l'époque son homologue de la République dominicaine, au moment où Didier Schuller avait finalement été outé par son propre fils, c'est son propre fils qui l'a dénoncé, Didier Schuller, et que donc cette fois-ci on ne pouvait plus l'abriter tranquillement en République dominicaine, et donc Jacques Chirac est intervenu personnellement en proposant une somme d'argent à son homologue, en lui disant il faut absolument trouver un refuge discret à Didier Schuller, et Jacques Chirac ayant même proposé de l'envoyer en Colombie. Et Didier Schuller dit que le président donc dominicain lui a transmis le message, et qu'il a décliné l'offre en disant non, j'en ai marre de m'enfuir maintenant. Oui, et puis c'est la filière Villepin. Il y avait cette inquiétude de se dire après tout la Colombie c'est une destination. Mais cette anecdote qui nous paraissait incroyable, ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à la recouper auprès d'un ministre de l'époque de la République dominicaine, qui nous a confirmé ce coup de téléphone, qui d'ailleurs n'a pas été démenti depuis. Et je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez gravissime, puisque c'est quand même un président de la République qui use de ses prérogatives pour empêcher même plus qu'un témoin, un mis en examen potentiel, quelqu'un en fuite qui est recherché par la justice, de se rendre à la justice. Ça fait partie des choses incroyables qu'on a découvert au fil de notre enquête, et qui ont nourri ce livre, qui du coup est effectivement plein d'anecdotes, on va dire, assez stupéfiantes. D'ailleurs, les 2 millions que proposait Jacques Chirac venaient certainement de sa cassette personnelle, seraient venus certainement de ses économies durement acquises. Il y a une étape qui est intéressante, justement, c'est l'élection la réélection de Jacques Chirac, parce que en fait, à un moment, on a l'impression quand même que Schuller se dit si Jospin est élu, je rentre, et là, on va ouvrir les dossiers. Et que donc cette élection, en fait, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au 2e tour, pour lui, c'est une catastrophe, parce que il comprend assez vite qu'on remet une pièce dans le noir, et qu'a priori, il est reparti pour une séquence d'exil. Oui, mais effectivement, ça se passe en 2002, mais du coup, il va quand même revenir, mais il va se tenir quoi? C'est-à-dire qu'il va dealer avec la justice, il va passer quelques semaines en prison, et il va faire en sorte. En fait, quelque part, il est tenu, parce qu'il le raconte dans le livre. C'est Patrick Balkany qui le finance quand il rentre à Paris. Et c'est Patrick Balkany qui l'aide financièrement, qui est même censé d'ailleurs régler son ardoise judiciaire. Et Patrick Balkany ne va pas le faire.
Donc du coup, Didier Schuller, qui avait bénéficié d'une espèce de sursis, va retourner en prison parce qu'il n'avait pas réglé son ordre judiciaire. Et là, Schuller va faire passer le message à Balkany en lui disant, en substance, si tu ne règles pas l'argent que je dois à la justice, je me mets à table et je raconte tout. Et là, comme par miracle, dans les 2 jours, l'argent arrive dans les mains de la justice. On est sur 150 et quelques mille euros, c'est ça Quand à peu près. même, Oui, c'est ça. Et en très peu de temps, la justice reçoit l'argent. De plein de donateurs spontanés. Oui, plein de donateurs spontanés, derrière lesquels se cache Patrick Balkany. Qui rembourse après en cash derrière ceux qui ont fait l'échec. Ce que nous révèle Didier Schuller. Et du coup, quelque part, ça oblige aussi Didier Schuller, enfin c'est une forme de chantage dans lequel il est évidemment, dont il est coupable, hein, puisqu'il accepte ce deal. Il va plus en tôle, mais en échange, il se tait. Et pendant longtemps, il va être financé comme ça, et c'est une situation très humiliante pour lui. Mais il n'a pas tellement d'autre choix, puisqu'il est grillé de tous les côtés, plus personne ne lui parle, les sarkozystes, les chiraciens, les baladuriens, il est grillé de tous les côtés. Et donc il va survivre grâce à l'argent de Balkany. Il va peu à peu se refaire une espèce de santé financière. Il va récupérer d'abord ses droits au bout d'un moment, au bout de quelques années, il va récupérer ses droits civiques plus précisément, et ensuite il va s'installer comme consultant, il va faire des deals à l'étranger en dit-il, s'achetant une conduite, c'est le cas de le dire, s'acheter, avec lui c'est vraiment un terme qui prend tout son intérêt, il va en tout cas faire des deals à l'étranger en évitant de remettre les mains dans la politique, sachant qu'il a le sentiment d'avoir payé pour tous, puisqu'il est le seul dans toute la bande des Hauts-de-Seine à avoir fait de la prison et à avoir payé et été condamné. Tous les autres, parce qu'il faut bien comprendre que ce mec-là, Didier Schuller, était au cœur d'un système, c'était la cheville ouvrière d'un système, c'est très simple le système, les Hauts-de-Seine, département le plus riche de France, la Défense plutôt, etc. Et lui, il était patron de l'office public HLM, et tous les marchés qui passaient par l'office public HLM, rénovation, ascenseur, chauffage, etc., eh bien, sur tous ces marchés, il prélevait sa dîme, et il y avait une partie de la commission, 5, 8, 9% maximum, qui partait pour le financement du RPR. Et alors, ce qu'il ne savait pas lui, et ce qu'il a découvert à la suite des investigations qu'on a menées avec Fabrice, c'est que lui pensait naïvement, benoîtement, que l'argent servait au RPR, et ça ne choquait pas outre mesure, on l'a dit plus tôt, mais il s'est rendu compte, à la lueur des documents qu'on a apportés et produits, que cet argent avait servi à financer aussi le train de vie d'hommes politiques français. Et ça le choque. Voilà, ça le choque. Lui, il dit, je n'ai jamais utilisé d'argent public pour mon compte, ou privé en tout cas. Voilà, il me dit, je n'en ai pas besoin, j'étais issu d'une famille relativement riche, j'avais fait un mariage fortuné, je n'avais pas besoin de cet argent-là. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On a tendance à le croire aujourd'hui. À l'époque, on n'a pas les éléments, puisque c'est vraiment ancien, mais lui, il est très choqué par ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a aussi incité, quelque part, outre les changements politiques de cap, c'est ce qu'il a incité à nous parler, c'est « j'ai payé pour tout le monde, j'ai été rétabli dans mes droits, bon ben maintenant, j'ai 66 ans, je vis une espèce de rédemption, je veux dire aux lecteurs, concrètement, voilà ce qui se passait dans votre ville, dans ce pays, et voilà ce qui devrait ne plus se passer. » C'est aussi l'objectif de ce livre, quoi. Si c'est pourquoi il y en a certains qui tombent et d'autres pas, voilà. Le problème c'est je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale, c'est-à-dire que c'est au cas par cas. En l'occurrence, concernant Schuller, s'il est tombé, j'allais dire c'est parce qu'il a été sans doute plus maladroit que d'autres. Nous on l'a découvert, c'est un homme qu'on a découvert au fil de nos rencontres. C'est un type qui est assez paradoxal, c'est un type assez malin, il est roué, voilà, il sait, je dirais pas manipuler, mais il sait bien parler aux gens, il passe très bien, etc. Et puis beaucoup d'empathie. Enfin, oui, mais voilà, il passe bien, et puis il sait bien faire prospérer ses affaires. Et en même temps, ce qui le rend d'ailleurs fort sympathique, il est extrêmement naïf. Il est naïf. C'est un type qui se fait avoir. Et on le signale, il s'est fait avoir, j'allais dire, une grande partie de sa vie et de sa carrière. Et je pense qu'il est dans l'état aujourd'hui d'encore se faire avoir. On a vu par rapport à certains de ses proches, ou des gens qui gravitent dans son entourage encore aujourd'hui, parfois même, j'allais dire, on ne va pas s'inquiéter pour lui, parce que nous, on n'est pas ses attachés de presse, hein, on est des journalistes, et on le trouve sympathique, mais voilà, il a aussi des défauts, et on n'est pas ses conseillers. Mais juste l'observer avec les autres, dans ses relations avec les autres, on voit bien que c'est quelqu'un qui est... alors pour le coup, lui, qu'on peut piéger en quelque sorte. Nous, on ne l'a pas piégé, c'est pas notre tempérament, mais j'allais dire, on aurait pu quelque part. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est vraiment un problème de personnalité. Si on compare par exemple à Patrick Balkany, voilà, c'est quand même deux copains j'allais dire, d'enfance ou d'adolescence, qui ont gravité dans les mêmes eaux, etc.,
qui sont tous les deux d'ailleurs issus de familles assez aisées, donc qui ont le même rapport à l'argent. Après, ils ont des tempéraments différents, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que Patrick Balkany n'a pas cette forme de naïveté. Patrick Balkany, c'est pas quelqu'un qu'on va manipuler, c'est pas quelqu'un qu'on va piéger, c'est plutôt l'inverse. Et de fait, ça explique que dans l'affaire des HL des Hauts-de-Seine, pour prendre cet exemple-là, ça explique qu'on arrive à ce résultat qui est quand même assez curieux, où le seul qui soit vraiment condamné, le politique qui est condamné, le seul, c'est Didier Schuller, et que Patrick Balkany, dont la responsabilité quand même existe dans cette affaire, et surtout sur lequel reposaient des soupçons beaucoup plus durs et beaucoup plus importants, ce qu'on a découvert nous-mêmes, eh bien, il a été non pas épargné, je ne vais pas dire ça, il est passé à travers les gouttes. Sans doute parce qu'il est, de ce point de vue-là, il est plus rusé que son ami Didier Schuller. Donc on fait des enquêtes au quotidien dans le monde sur toutes les affaires judiciaires, politico-judiciaires en France, avec des impacts souvent financiers importants. Mais donc on sort, à force on se rend compte avec Fabrice qu'on écrit en général que des articles qui mettent en cause des gens ou des faits, ce ne sont jamais des articles positifs. Bon, on aimerait de temps en temps le faire, mais la vérité c'est que plus on fait ce genre d'articles, plus on découvre les choses, plus on se dit il y a encore plus de choses cachées derrière. Si vous voulez, plus on progresse, plus on rencontre des gens qui eux-mêmes nous disent mais vous avez découvert que la face émergée de l'iceberg, vous avez découvert 1/10 de ce qui existe, et plus ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Alors du coup, effectivement, on cherche, on continue à chercher, et le continent africain, oui, c'est quelque chose, c'est un domaine, c'est un secteur sur lequel on va aller très prochainement, sur des événements très précis, parce qu'il y a aussi des choses là-bas qui se passent, bien évidemment, mais qui sont du fait d'hommes politiques français qui tirent avec une totale impunité ressources d'avoir en Afrique, de crédulité de personnes, de naïveté d'autres. Voilà, nous, on se dit, on est là pour ça, on sert aussi à ça. Je veux dire, c'est pas une mission sacrée, c'est pas un sacerdoce, c'est juste que plus ça progresse, plus on a les moyens de le faire, on a un journal qui nous donne la possibilité de le faire, et ça correspond à une envie personnelle. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais en fait, voilà, ça ne s'arrête jamais, et des journalistes comme nous, il y en a plein dans tous les pays du monde, et ils font le même constat, quoi. C'est qu'il faut continuer à chercher. Il y a même un journaliste américain là, qui vient de refaire un livre sur la mort de JFK 50 ans après. Il y a des nouveaux éléments qui apparaissent. Voilà, ça ne s'arrête jamais quand on veut chercher, et je pense que c'est tout le plaisir et le sel de ce métier aussi, quoi. Ben c'est déjà le cas, puisque suite à l'apparition du livre, il a été convoqué par le juge Van Ruynbeck, qui était intéressé par un aspect de ces révélations qui concerne le dossier de Karachi. À la suite de cette déposition, la déposition de Schuller qui a confirmé tout ce qu'il nous a dit et qui en a même rajouté un petit peu, le juge a transmis son procès-verbal au parquet parce qu'il y avait des éléments dans sa déposition qui allaient au-delà de l'affaire de Karachi. Donc les éléments qu'il a donnés concernant Karachi, Van Ruynbeck les garde pour lui et ça lui permet d'avancer. Et par ailleurs, d'autres éléments qui sont très importants ont amené le parquet à ouvrir une nouvelle enquête, cette fois-ci qui vise spécifiquement Balkany. Tout son patrimoine, tous ses avoirs, à l'étranger ou pas. Et cette enquête, elle est basée uniquement sur les révélations qu'il y a dans l'ouvrage. Donc on peut dire on nourrit, on l'a pas cherché, mais de fait, nos révélations nourrissent une procédure judiciaire qui existait déjà, et par ailleurs justifie l'ouverture d'une seconde procédure judiciaire, qui est spécifiquement sur les Balkany, d'ailleurs, parce que monsieur et madame sont visés par l'enquête, qui pour l'instant est une enquête pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, avec d'ailleurs une façon d'enquêter qui va être assez intéressante, puisque habituellement on essaye de déterminer que, comment dirais-je, des gens se sont enrichis illicitement en traçant les fonds suspects jusqu'à remonter à la personne. Et là, la justice va procéder de manière inverse, parce que c'est plus simple de faire comme ça, c'est-à-dire de mettre en rapport le patrimoine des Balkany, qui est très très important, avec ses revenus ou ses ressources déclarées. Et là, manifestement, il y a un gros écart. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils sont censés avoir comme patrimoine, ou comme fortune personnelle et comme revenu, et ce qu'ils ont, il y a un énorme écart. Donc ça va être à eux, en fait, de justifier, de dire, ben voilà, la maison à Marrakech, les 2 villas à Saint-Martin, etc., on les a achetées avec de l'argent qui avait une origine licite et qui vient de telle ou telle provenance.
ce qui va être très compliqué pour eux sans doute, et ce qui explique d'ailleurs que depuis la sortie du livre, eux qui sont quand même assez bavards et de bons clients, comme on dit pour les médias, n'ont absolument pas réagi et ont refusé toute participation à toute émission. Alors, il y a des éléments intéressants parce que la famille de Patrick Balkany était donc à l'origine d'une chaîne de magasins de prêt-à-porter. Vous expliquez effectivement que c'est une entreprise qui perdait 27 millions, c'était des francs à l'époque, et qui a quand même été vendue 30 millions de francs. Donc, comme quoi, il y a un vrai savoir-faire en termes de création de valeur, et que on pourrait en faire un bon ministre de l'économie, parce que d'arriver à vendre 30 millions, quelque chose qui en perd 27, c'est un... C'est vrai. Mais alors justement, ça fait partie on va dire, des surprises de notre enquête, c'est-à-dire que ces éléments qui mettent au jour, on va dire, un tour de passe-passe, parce que manifestement... Il y a quelqu'un qui a payé ou qui a profité pour réinjecter de l'argent à cette occasion. Voilà, en fait, c'est une transaction fictive qui a été réalisée, et le soupçon, c'est que cette transaction a été montée pour blanchir des fonds dont l'origine n'était pas avouable. Mais ce qui est très important, finalement, l'information la plus importante pour moi de cette histoire, c'est que cette histoire était dans le dossier judiciaire, que personne n'avait vraiment vu jusqu'au bout, et que pour des raisons que nous ignorons pour l'instant, les enquêteurs de l'époque ne les ont pas utilisés, n'ont pas été au bout, et ça fait qu'aujourd'hui on déterre finalement une vieille histoire, mais qui redevient d'actualité, et la police et la justice vont enquêter sur des faits sur lesquels ils auraient pu, et surtout ils auraient dû enquêter il y a, je dirais, une bonne douzaine d'années même. C'est une espèce d'hydre, c'est un système, la corruption, c'est très vaste, très général, et aucun système professionnel n'y échappe. Hein, je veux dire, aucune profession ne peut s'exonérer d'une corruption, qu'elle soit corruption des esprits, des cœurs ou financière, objectivement. Mais cette corruption-là, précisément, elle est très vaste. Elle est très globalisée, mondialisée, et on n'est pas prêt d'en voir le bout. Je ne sais plus à combien ça se monte. Je crois que l'Amnesty International ou les organisations Transparency International avaient chiffré ça, mais ça chiffre en milliards de dollars. Objectivement, j'ai tendance à dire, peut-être suis-je négatif ou pessimiste, que dans l'esprit que c'est inhérent au genre humain aussi, cette façon de faire. Voilà, à un moment donné, il y a des tentations. Je veux dire, des exemples tout bêtes et basiques. En France, quand on est maire d'un petit village, on est constamment sollicité par des promoteurs, des constructeurs. Par exemple, tiens, si jamais je te faisais un rond-point ici à l'entrée de ton village, ça serait bien, tu n'auras pas besoin de mettre un feu rouge. Parce que c'est le cas de Clichy. C'est le cas de Clichy. En fait, la valeur de Clichy, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'usine, il y avait pas et donc il y a des friches. Il y a du terrain dans lequel on peut aller en métro. Enfin, voilà, la valeur, c'était ça aussi. Voilà, c'était le fait d'avoir des friches. En région parisienne, les friches, c'est essentiel, bien sûr. Et Clichy-la-Garenne, comme le Val-Opéret, chez Balkany, étaient les rares territoires franciliens dans lesquels il y avait beaucoup d'espace pour construire. Donc Patrick Balkany, dit Didier Schuller, s'est enrichi grâce à ça. Et à Clichy-la-Garenne, il y a eu aussi, même si c'est une ville qui n'est absolument pas développée sur le plan urbain par rapport à Val-Opéret, hein, mais il y a encore beaucoup de friches. Mais en tout cas, pour finir l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est le petit rond-point, eh ben, le maire, dessus, il peut toucher 1000, 2000, 3000, 10 000 euros. Et le type qui est un peu désargenté, qui ne touche pas grand-chose en tant que maire et qui se dévoue pour sa commune, il peut être tenté. Voilà. Et est-ce que je le comprends oui. Est-ce que j'accepte? Non. Voilà, c'est deux choses différentes. Et ceci explique aussi, à ce tout petit niveau, ce qui peut se passer à une échelle bien plus vaste, quoi. Alors, M. Schuller, est-ce qu'il va se présenter en 2014? Monsieur Schuller se présente en 2014 aux élections municipales. Il y a des gens autour de lui qui le soutiennent il se présente sans étiquette. Il est passé. Il a été le RPR, il a été dans les radicaux de gauche. C'est quelqu'un qui a en fait une conception humaniste des choses. Voilà. La vérité, c'est qu'il y a 300 pages et les 300 portent sur des affaires de corruption. Ça va de la plus petite corruption à Clichy-la-Garenne. Didier Schuller raconte qu'il payait les élus municipaux d'opposition pour qu'ils lui racontent ce qui se passait dans la mairie. C'est de la corruption. Jusqu'à les grands marchés internationaux sur lesquels il prélevait aussi une dîme pour le RPR. Ça ne s'arrête. En vérité, ça ne s'arrête jamais. Fabrice, vous parlez tout à l'heure de l'élection à laquelle il a participé en République dominicaine.
il a réussi à faire élire un président, là-bas c'est pas rien quand même, et alors qu'il était recherché en France pour des faits de corruption, eh bien, il avait fait venir des financements politiques illégaux de ses amis qu'il avait mis à contribution en France. Donc, en vérité, ça ne s'arrête jamais, quoi. Les faits de corruption, ils sont omniprésents dans ce livre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle comme ça, French Corruption. C'est vraiment sans cesse. Donc, et quand je disais tout à l'heure qu'ils étaient anciens, c'est qu'en fait, il a débuté sa carrière. Parce qu'en lui, en plus, il fait l'ENA à l'occasion d'une alternance politique. Enfin, on lui dit globalement, si tu veux continuer à monter hiérarchiquement, il faut faire l'ENA, tu seras titularisé comme ça. Et c'est vrai qu'on est quand même dans la logique où toute sa vie d'homme, d'adulte, il l'a vécu dans cet univers-là. Alors certes, à une époque où la loi était différente, mais en tout cas, le mode de financement, c'était quand même plus des valises de cash que du travail de salarié. Et c'est en tout cas le fruit d'une histoire. Enfin, il est le fruit d'une histoire. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai trouvé amusant, intéressant de voir arriver un Patrice de Maistre à un moment, donc qui s'est rendu célèbre après dans l'affaire Bettencourt, mais dans lequel on voit qu'ils ont déjà travaillé ensemble. On voit arriver. C'est un monde qui se coopte, qui se connaît, qui s'apprécie, qui se fréquente dans les chasses, qui se voit dans les clubs un peu sélects, pas au Press Club, hein, mais dans les clubs un peu sélects. Mais c'est vrai que le financement, c'est un moment, effectivement, la vente d'armes qui permet de financer le Front National, donc Jean-Marie Le Pen qui obtient à un moment 5 millions de francs en 1984, effectivement, donc on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a une industrie, il y a une petite activité qui permet de dégager un peu de gras, et ce gras va être remis à tel ou tel. Corruption, quel sens on lui donne? C'est-à-dire que s'il s'agit de circonvenir des magistrats en leur promettant par exemple des promotions ou des choses comme ça, oui, on est témoin de beaucoup de choses. Financièrement, honnêtement, c'est des cas très isolés. Voilà, il y en a, on sait, il y en a beaucoup. on sait qu'il y en a, mais après, nous, voilà, nous, c'est ce qui fait notre réputation de journaliste d'enquête, j'espère à peu près sérieux. C'est que nous, on veut toujours se fonder sur les faits qui sont recoupés. Voilà. On refuse d'entrer dans les généralités ou dans il se dit que, on m'a dit que, je suis sûr que. Pour nous, ça n'a aucune valeur. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qu'on peut prouver. Voilà, les éléments concrets. Des histoires de magistrats ripoux, moi j'en ai traité quelques-unes au Monde au début des années 2000, voilà, qui étaient des magistrats, comme vous le disiez, carrément payés pour rendre des jugements, enfin voilà, des trucs vraiment des choses vraiment très choquantes, hein, et qu'il faut dénoncer. Très sincèrement, ça ne nous arrive pas très souvent de rencontrer ce type de phénomène. Voilà, je ne conclus pas que ça n'existe pas, je pense que ça existe. Dans les affaires autour de Schuller, il n'y a pas non, de tentative. on n'a rien rencontré. Enfin, la seule affaire, c'est la fameuse Schuller-Maréchal, c'est-à-dire qu'il est confronté à un magistrat dont par le beau-père, on se dit qu'on va essayer. Voilà, voilà, n'est pas acheté, mais c'était n'est pas en cause. En fait, c'est son beau-père. On n'est pas. D'abord, on n'est jamais au courant de tout, sinon ce serait pas drôle. C'est dommage. Mais on n'est pas au courant de tout. Mais c'est vrai que certains citoyens voient par exemple des décisions prises par des magistrats en se disant ah bah c'est pas possible, il a été acheté. Non, il y a aussi un devoir de lucidité de notre part qui est de dire parfois les magistrats peuvent ne pas être d'accord avec nous et avoir une vision différente, et c'est eux qui décident puisqu'ils font la loi. Donc on essaye de naviguer entre ça et ça. Vous voyez, il y a l'histoire Philippe Courroy par exemple dans les Hauts-de-Seine. On n'a jamais écrit qu'il était acheté. Non. Ça se passe différemment. C'est aussi une affaire de réseau. Philippe Courroy était proche du chef de l'État. Il était proche d'hommes d'affaires. Il était proche par exemple du patron de casino. Est-ce que quelque part, il n'a pas joué un rôle d'entremetteur sur certaines affaires? Peut-être, mais tant qu'on n'a pas les éléments précis et concrets, jamais on se hasardera à l'écrire de manière stricto sensu, parce qu'on ne veut pas que nos écrits, si vous voulez, reflètent juste des sentiments. Quoi. Vous êtes journaliste, vous savez ce que c'est. On a toujours des conceptions, des envies, mais les faits, c'est quand même plus important. Quoi. Bien, alors, dernière question, comme ça on va être après. Arnaud Baum, journaliste consultant. Je voulais savoir si vous avez peur, vous craignez que ce que vous racontez soit récupéré par des politiques partisans de Syrie, avec au moins des élections et des électorales. Alors ça c'est quelque chose qui revient régulièrement. Nous, j'allais dire, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, ou on n'a pas à anticiper en quelque sorte les réactions ou l'utilisation qui peuvent être faites de nos articles, de nos livres. Je veux dire, nous on donne au lecteur, c'est-à-dire au public, des informations qui nous semblent légitimes de donner. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'il y a des choses que les citoyens doivent savoir. Après, l'utilisation qui est faite de cela, j'allais dire,
ça nous indiffère. À la limite, ce qui serait le plus gênant, ce serait qu'il n'y ait pas de réaction, que personne ne s'en saisisse. Après, si nos révélations sont utilisées par le Front National, ou par Lutte ouvrière, ou par la Fédération anarchiste, ou par le Parti socialiste, ou qui vous voulez, j'allais dire, ce n'est pas notre problème. Parce que si on se met, il faut raisonner simplement à l'inverse, si on se met dans la logique opposée, de se dire, attention, je vais publier quelque chose, mais avant de publier, je vais voir si, en publiant, je ne vais pas favoriser tel ou tel parti, tel ou tel homme politique, tel ou tel discours. Dans ce cas-là, c'est simple, on ne publie rien, parce que par définition, quelque article que je puisse publier, il va favoriser quelqu'un. Forcément, ça va arranger quelqu'un. Même si je fais un article même très sympathique sur, j'en sais rien, moi, sur les finances du Parti Socialiste, je vais aider le Parti Socialiste. Si je fais un article très critique sur les finances du Front National, j'aide les adversaires du Front National. Donc, de toute façon, on sera toujours exploiter, utiliser, récupérer, mais ça fait partie du jeu. Nous on fait partie on va dire, on est journaliste, donc notre production alimente et doit alimenter le débat public. Donc à la limite, je dirais quelque part, tout ça est normal. Il n'y a pas. Après, c'est à nous, si on est interrogé, c'est à nous de dire les choses. Sur des faits que vous évoquiez du genre est-ce qu'ils sont tous pourris, etc. Là, nous, on a le droit de dire attention, nous, c'est pas notre conviction, ce que disait Gérard tout à l'heure. Nous, on ne pense pas que tous les hommes politiques soient pourris. On pense qu'il y a de la corruption en politique, qu'il faut la dénoncer, qu'elle n'est pas assez dénoncée, et que nous, on est notamment là pour ça. Mais on ne pense pas que tout le monde soit pourri. Maintenant, si, quelque part, ce livre participe du tous pourri, j'allais dire, le problème, c'est pas nous, le problème, c'est ceux qui sont pourris, précisément. Hein, le problème, c'est... Ce qui est problématique, c'est les faits qu'on révèle, c'est pas le fait de les révéler. Voilà. Oui, puisque le ton est très apaisé, enfin il est très factuel, il est très posé, et on est sur des échanges assez longs. C'est vrai qu'il y a quelques passages sur Jack Lang, par exemple, enfin qui est de manière un peu éthique, mais effectivement qui pose des questions. Donc il n'est pas dans l'entourage proche de Didier Schuller, mais effectivement, en tout cas, qui pose question, qui sont effectivement de s'apercevoir que c'est assez pareil. Il y a Michel Vauzel qui passe de temps en temps. C'est intéressant de voir que effectivement tous les bords sont concernés, mais c'est pas un livre c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de doctrine politique. C'est un livre sur des comportements éminemment humains. Et après, non, mais il n'y a pas de doctrine au sens de gauche, de droite, on est sur. Moi, il y a bien un axe de gens qui travaillent ensemble, donc effectivement, c'est là. Mais en tout cas, c'est l'intérêt. La corruption, elle est partout. Elle n'est pas politique, et ça devient politique. C'est l'intérêt de cette enquête de voir qu'on est dans un phénomène qui est décrit de manière très tangible, concrète, effectivement, de manière à avoir. D'ailleurs, je suis assez frappé, mais a priori, vous n'avez pas fait l'objet pour l'instant des gens mis en cause, parce que je disais, il n'y a pas de formule biaisée pour évoquer des noms. Ils sont à peu près tous. On donne les noms. Ils sont globalement toujours cités. Une caractéristique, c'est qu'on refuse ce qui a souvent lieu dans le journalisme dit politique ou d'enquête. C'est donner ce qu'on appelle du off, des phrases entre guillemets attribuées à tel ou tel, sans donner les noms des uns et des autres. Nous, les gens qui nous parlent, ils nous parlent vraiment, ils donnent leur nom, et je trouve que c'est une façon de respecter le lecteur, quoi. Merci beaucoup, et donc je renvoie à cette lecture salutaire, French Corruption, chez Stock. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. Oui. Vous enverrez le mien. Voilà. Alors, Presque là, vous voulez un stylo?